termes de teneur de cadmium. Dans les pommes de terre, on trouve 2 fois plus que ce que l'ANSES s'est trouvé en cadmium. Vous avez vu que le rapport de l'ANSES était déjà très prudent et très précautionneux. Et on trouve également un peu moins de 3 fois plus de cadmium dans les pommes de terre conventionnelles que dans les bio. Et dans les urines des 57 volontaires, que je remercie une fois de plus, on a 21% des volontaires qui dépassent le taux de cadmium dans les urines d'après les recommandations de l'ANSES. Donc voilà, ce sont les 3 enseignements que nous on a pu tirer, enfin moi j'ai pu tirer en tout cas. Je donne la parole à Joël Labbé qui est sénateur parce qu'il doit filer, malheureusement il ne devait pas être là, il a fait l'aller-retour de Vannes ce matin, donc je le remercie. Joël, peut-être une réaction de votre part, en tout cas, qu'est-ce que vous en dites? Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de bousculer le protocole, mais j'ai un impératif, je dois retraverser la Bretagne du nord au sud. D'abord, je voudrais saluer votre travail et votre contribution aux uns et aux autres. Je fais partie des parlementaires convaincus de l'urgence à agir, l'urgence par rapport au climat, l'urgence par rapport à l'effondrement de la biodiversité, mais aussi l'urgence par rapport à la vie des paysans, par rapport à l'alimentation, tout y est. Alors cette étude, c'est encore une étude à charge qui n'est pas contre le monde agricole, évidemment qu'ils l'utilisent parce qu'ils ne sont même pas au courant. Alors, étude scientifique, parce qu'on nous dit, nous les parlementaires, lorsqu'on avance des arguments, mais attendez, faites confiance à la science, eh bien là on va encore dire, eh bien on fait confiance à la science, parce qu'il y a un scientifique qui a mené une étude qui est rigoureusement scientifique, et voilà les résultats. Pour moi, alors je voudrais saluer la présence aussi de Sandrine Lefort, on se retrouve régulièrement, parce qu'on est sur les mêmes lignes par rapport à aux urgences, et tranquillement, mais avec détermination, il est temps de faire bouger les lignes. Et nous qui sommes très souvent des élus minoritaires dans nos convictions, en politique il faut trouver des majorités, eh bien on va y arriver, on arrive à avancer lorsqu'on arrive à s'appuyer à la fois sur la science, des scientifiques qui font leur travail et qui osent le publier maintenant, publiquement. La société civile, les ONG, les organisations de terrain qui savent mobiliser. Et je voudrais parler aussi des journalistes d'investigation, Martin Boudot, de la jeune génération. C'est pas la première fois avec Martin, on a déjà travaillé sur des sujets, parce que lui, c'est un véritable journaliste qui va au fond des choses et d'une façon rigoureuse. Cela est important, c'est pas le tout de faire des discours, il faut être rigoureux. Et bien, cette conjonction entre l'investigation journalistique, la science et la mobilisation citoyenne va nous rendre beaucoup plus forts et va faire bouger les lignes pour qu'on trouve des majorités, parce que, je le répète, il y a urgence à agir. Sur la question des pratiques agricoles, là encore, sans cibler le monde agricole qui, pour moi, est victime du modèle, maintenant il y a urgence à évoluer. On sait qu'il y a des agricultures alternatives, notamment l'agriculture biologique, qui démontrent qu'on peut faire autrement, produire autrement, sans impact négatif sur l'environnement et sur la santé, et en quantité suffisante. Il y a une étude de l'IDRI, scientifique également, qui démontre qu'en 2050, uniquement par l'agriculture biologique, on pourra nourrir la population européenne dans la mesure où on change nos pratiques, notamment les pratiques alimentaires, avec, au lieu de 2,5% de protéines végétales, de 2 tiers de protéines végétales, animales, et 1 tiers de végétales, on inverse la tendance, on continue à manger de la viande, moins de viande et de la viande de qualité. Et la question de la concentration et de la spécialisation. Ici, mais en Bretagne en général, on est spécialisé sur les élevages, et des élevages qui sont bien concentrés, excessivement concentrés, des cultures qui sont trop spécialisées. Alors si on travaille sur la relocalisation de l'alimentation, relocalisation de l'alimentation sur les territoires, c'est aussi réimplanter sur les territoires les modes de polyculture, polyélevage, de telle sorte que ces équilibres se remettent en place. Et lorsqu'on a des élevages équilibrés avec les cultures, on a besoin de très peu d'intrants extérieurs et justement de ces engrais minéraux. Quand on parle des ressources de la planète, ces engrais phosphatés qui nous viennent du Maroc, eh bien cette ressource, elle n'est pas inépuisable. Alors si on en a besoin d'un peu, il faut que ce soit avec parcimonie et aux endroits qui sont nécessaires. Et sur ce sujet, il est évident maintenant qu'on le sait, qu'il va falloir imposer aux industriels la séparation du cadmium. Ça coûte,
Mais tant pis, parce que c'est le prix à payer pour la santé humaine. Et notre rôle politique, c'est d'imposer ces normes-là. On va dire, oui, encore des réglementations supplémentaires. Nous, on n'est pas demandeurs de suppléments de réglementation. On voudrait qu'il y en ait moins. Si on revient à des équilibres, il n'y aura pas besoin de réglementer comme ça. Mais là, hélas, c'est une nécessité de le faire. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, on va en discuter avec Sandrine. Il y a déjà le fait d'interpeller. Il y a 3 ministères de concernés. Ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé, ministère de l'Environnement. Essayer de mobiliser de nos collègues parlementaires, députés et sénateurs, sensibiliser sur ces questions-là. Peut-être une tribune dans la presse, voilà, et interpeller par questions écrites les ministères et faire en sorte qu'on avance, parce que maintenant qu'on sait qu'on n'a plus le temps et que la population est témoin, là, et via la presse, les autres presses, les presses grand public qui vont rendre compte de cette réunion, eh bien la population va être au courant et la population n'admettrait pas que l'on ne prenne pas nos responsabilités politiques. D'où notre rôle à nous et notre responsabilité. Merci beaucoup de votre accueil et vraiment bravo à vous tous pour vos travaux. Que vous avez réalisé. C'est vrai que ça nous interpelle, évidemment. Joël est également présent avec moi. Je plus sois à ce qu'a dit Joël d'ailleurs. L'idée, au-delà de nos étiquettes politiques respectives, c'est bien d'avoir des majorités de projets tels qu'il a dit. Et je crois que maintenant que nous sommes au courant de ceci par un résultat bien scientifique, c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on a des idées avec Joël souvent et qu'on n'a pas à l'appui des faits scientifiques ou alors qui sont remis en cause parfois, c'est très compliqué de pouvoir agir. Donc là, concrètement, on a des résultats très intéressants et donc pour ça, je vous remercie. Donc je ne me suis pas présentée avant de parler, désolée, je suis Sandrine Lefeur, députée du Finistère. Donc je suis sur la région de Morlaix, dans le Nord Finistère, mais je suis originaire des Côtes-d'Armor. Donc je connais bien ce département et je suis agricultrice. Et donc que tout le monde se rassure, je suis en agriculture biologique. Je fais des légumes bio, mais c'est vrai que la question a été évoquée par Joël de polyculture élevage. J'ai aussi des moutons pour la viande et des vaches pour la viande. Donc, j'ai vraiment un modèle en polyculture élevage sur mon exploitation. Donc on ne pourra pas me reprocher de faire des discours d'honneur de leçons parce que je l'applique sur mon exploitation. Les remarques que je peux faire au monde agricole. Et c'est vrai que je crois que le monde agricole, en fait, il ne sait pas qu'il utilise du cadmium dans les engrais. Et je crois que c'est important de le souligner parce que souvent, quand on fait ce genre de réunion, tel qu'on l'a aujourd'hui, à Pommeraye, ici, qui est une zone quand même intensive, avec l'embal à côté, pour les exploitations porcines notamment, ils pourraient finalement mal le prendre. Je suis sûre que dans la presse, si ça paraît demain, ils vont dire encore une réunion contre l'agriculture. Il faut bien leur expliquer et être aussi compréhensif par rapport à eux, parce qu'ils sont dans un modèle où ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas s'en sortir. Mon voisin, c'est une grosse exploitation porcine en industriel, et souvent il me dit si je pouvais faire comme toi, si je pouvais changer de modèle, je le ferais. Mais il ne peut pas, parce qu'il a contracté les emprunts, parce que c'était le système, il s'est installé bien avant moi, et donc il a été amené comme ça dans un engrenage. Donc je crois que quand on est convaincu du modèle biologique, ou en tout cas de la transition avec moins de pesticides, moins d'intrants, etc. pour le modèle agricole, je crois qu'il faut rester à l'écoute des agriculteurs, maintenir le dialogue, parce que vous voyez, il y a certains parlementaires, notamment un dans le Finistère, qui sur le bien-être animal a eu des propos assez forts et qui a braqué le monde agricole. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller discuter avec les agriculteurs parce qu'ils très mal pris les propos et ils ne veulent plus discuter avec nous. C'est dommage, parce qu'il y a une nécessité sur le bien-être animal, comme sur les engrais et les pesticides, d'aller dialoguer avec eux, et de maintenir le lien et de les accompagner dans cette transition.
Donc je crois que je m'adresse à vous qui êtes certainement, je pense, parce que vous êtes ici aussi convaincus que la transition elle est à s'opérer. N'hésitez pas à aller dialoguer avec les agriculteurs, à leur faire comprendre que vous n'êtes pas dans une relation conflictuelle, mais bien une relation où vous allez pouvoir échanger, discuter pour améliorer les choses. Parce que parfois, c'est avec vos questions, quand vous échangez avec eux sur leur pratique, c'est vos questions qui les amènent à réfléchir aussi sur le modèle qu'ils pourraient avoir demain. Et finalement, c'est vous qui avez le pouvoir aussi, nous politiques évidemment, mais vous aussi, dans votre modèle de consommation, dans ce que vous achetez, où vous l'achetez, etc. Et je crois que ça, c'est important. Certains agriculteurs, demain, ils m'ont dit, moi, si le marché est là, je suis prêt à passer en agriculture biologique. Voilà. Et donc, politique, on a aussi un rôle, mais je pense que vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans cette transition. Donc, merci en tout cas pour cette exposition. Et moi, j'avais quand même une question, et, parce que j'ai vu dans les pommes de carbo, il y avait quand même du cadmium. Donc, je me pose la question parce que l'agriculture biologique interdit les engrais minéraux. Je voulais connaître la rémanence du cadmium dans le sol. Et puis, parce que j'ai bien noté que dans le corps, elle est de 10 à 15 ans, vous l'avez dit, même plus parfois. Est-ce que dans le sol, elle est plus longue ou moins longue? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on le retrouve dans les pommes de terre bio? Ou alors, c'est parce que le cadmium, il est naturellement présent dans le sol? Voilà, je vous remercie. Et puis, je vais réfléchir. Le sol, quand il y a du cadmium naturellement, comme tous les éléments, la rémanence, si vous ne le retirez pas par de la culture, il n'y a aucune raison que ça aille, parce que c'est sûr, c'est pas de culture. Donc, si c'est des champs qui ont été pendant des années cultivés en mode conventionnel avec des engrais, ils ont été surchargés en plus de la teneur naturelle, ils ont été surchargés. Donc, c'est normal que vous en ayez un peu. Je vous ai dit, si vous ne le retirez pas par de la culture, il va rester indéfiniment. Il n'y a aucune raison. Qu'il soit long ou pas, il est dans le sol, il y reste. C'est pour ça que tout l'enjeu, c'est d'essayer d'éviter les apports chaque année de cadmium, parce que petit à petit, il y a d'autres questions. Et donc la culture en lasagne, par exemple, c'est Si vous posez une question, je veux bien que vous le leviez, madame. Le caméraman est en bien. Et donc la technique des lasagnes. Désolé. Il arrive. J'ai pas commencé, madame, il va vous dire. Et donc je me posais la question, la culture en lasagne, potager sur un terrain qui était autrefois cultivé en champ blé, donc il y a 25 ans. On ne sait pas du tout. Et là, j'ai commencé à préparer des lasagnes, j'ai commencé à préparer la technique des lasagnes. Est-ce que c'est avec une grosse maison, bio, thermique, enfin tout ça? Est-ce que ça peut être une façon d'atténuer l'apport du cadmium dans les cultures? Vous voulez dire le fait de ne pas mettre dans les sociétés, c'est ça? Oui, et puis de faire des lasagnes, donc en fait en mettant que des produits, en fait en mettant du BRF de chez nous, des déchets ménagers bio de chez nous, tout propre, entre guillemets, le plus propre possible. Est-ce que ça peut être une façon, en surélevant le terrain qui était enchambelé? Ça me paraît, effectivement, de toute façon, je ne suis pas ingénieur à Arnaud, mais effectivement, si vos cultures ne sont pas en lien direct, en contact direct avec un sol que vous savez être anciennement cultivé de manière intensive. C'est un chamblé. Oui, mais le blé, c'est l'une des. On aurait pu aller sur le blé aussi. Le blé et les pommes de terre, c'est les deux gros facteurs d'exposition au cadmium. Donc moi, oui, ça me paraît être une bonne idée, si vous n'êtes pas en contact avec l'ancien sol, entre guillemets. Mais bon, il faut pouvoir se permettre de faire cela, effectivement, en termes de place. Quoi. On peut imaginer des cultures, des cultures perdues, hors sol. en même temps, non, des cultures sur le terrain, un terrain pour, apurer du cadmium, des cultures auxquelles on renonce en disant, ça va
Oui, oui, mais ça vous prendra quelques dizaines d'années quand même. Allez-y, on se revoit dans 10 ans, madame. Parce que, en complément, je voudrais quand même dire que je ne l'ai pas présenté là, c'est que l'ANSES a fait une modélisation sur la réduction en teneur de la pomme de terre ou du blé, la réduction, à partir du moment où on va baisser les taux de cadmium dans les engrais. Ils ont pris un calendrier sur une 10-12 ans, avec un passage, comme on l'a vu, d'abord à 60, ensuite à 40 et ensuite, in fine, à 20 mg par kilo. Ils ont fait une modélisation assez complexe sur les flux, donc les apports et les retraits par les végétaux. Et je pourrais prendre la feuille, mais je la connais par cœur. Ils ont montré qu'il faut, au bout de 100 ans, on aura baissé de 13% la teneur dans le blé ou les pommes de terre. C'est pas négatif. Si on reste Non, avec le programme. Avec le programme actuel de l'Europe, qui est d'ailleurs de passer progressivement. C'est pour ça qu'effectivement, nous, enfin moi, encore une fois, je suis journaliste, donc je ne suis pas militant, mais ça me paraît assez aberrant devant l'urgence de la situation. Et l'ANSES, d'ailleurs, alors c'est ce que dit l'ANSES dit qu'il faut passer à 20 mg. Il faut arrêter de baisser de 90, puis après dans 5 ans à 60, et puis après à 20 dans 10 ans ou 15 ans. Ils disent qu'il faut passer à 20 maintenant, sinon, si on suit le taux actuel, on va diminuer uniquement de 13% les taux de cadmium dans le sol, dans les aliments, pardon. Donc c'est rien. Donc il faut agir. Et effectivement, comme disait Joël Labbé et Madame Lefer aussi tout à l'heure, il y a un besoin politique de presser un peu le pas. Yves-Marie, tu voulais dire un truc ou il y avait une question avant que... C'était un monsieur en blanc, voilà, justice. C'était juste pour réagir de façon politique sur la nouvelle façon de pratiquer l'agriculture hors sol que nous propose notre interlocutrice. Sachant que l'agriculture hors sol a, vous savez, quand même très mauvaise presse. Voilà, donc à dire et à répéter. Monsieur, au milieu, allez-y, deux secondes, mon caméraman préféré. Bonjour, alors je vais aller du côté du volet industriel, puisque vous avez décrit un procédé qui semble simple, en tous les cas pas très coûteux à mettre en œuvre pour éliminer le cadmium. Derrière cette élimination, il faut évidemment des filières. Et je voudrais témoigner, puisque je suis porte-parole de l'association Ozon qui se bat là, à Saint-Malo sur les questions d'odeur, d'émanation de poussière et d'émanation d'ammoniac via une usine d'engrais, justement. Je voulais vous porter le témoignage d'un acteur dont vous n'avez pas parlé, qui est l'État. Parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir des réglementations en matière d'ammoniac, lorsqu'elles ne sont pas respectées, pas un petit peu, c'est-à-dire que lorsqu'on émet 12 à 15 fois plus d'ammoniac qu'on devrait le faire, ce qui porte à grosso modo en niveau bas à 160 tonnes d'ammoniac déversées sur Saint-Malo dans l'année, eh bien lorsqu'on est à ces niveaux-là, on se retrouve avec un État qui ne communique qu'avec les chiffres de l'entreprise en nous disant on dépasse 15 fois, mais finalement c'est pas dangereux puisque l'entreprise dans ses études nous a dit que c'était pas dangereux. Donc il ne suffit pas, il faut bien avoir conscience, et je le dis en particulier pour les élus, que derrière eux il y a un État qui doit, et des services de l'État, des préfets, qui doivent absolument réagir par rapport à ces faits-là. Et je peux vous dire que cette entreprise, dont le chiffre d'affaires est au-dessus de 3 milliards, a eu 5 000 € d'amende. Quand même. Alors que ça fait des années qu'on se bat pour mettre en évidence les dysfonctionnements et qu'aujourd'hui on a obtenu une expertise judiciaire qui démarre à peine. Mais franchement, ce rôle-là de l'État qui nous représente tous n'est pas digne dans ce domaine-là. Merci, monsieur. Vous avez une question ? C'est pareil, c'est aussi simple que ça. Le camion, vous voyez ça comme un déchet. C'est juste qu'on se retrouve avec un déchet dans les engrais. C'est une impureté. C'est une impureté. Un déchet qu'on trouve dans les engrais, puis dans l'alimentation, in fine dans notre corps. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est un peu révoltant, c'est qu'on sait qu'il existe des endroits sur Terre où il y a moins de cadmium en phosphate
que là, on va se connaître en ce moment. Et par ailleurs, il existe des procédés de décalination qui sont mis en place à différents endroits, ou qui sont sur le point d'être mis en place. En tout cas, on sait faire. Et ils ne sont pas mis en place parce que c'est un surcoût de 3 à 4%, donc 10 à 12 $ la tonne. Ce qui ne paraît pas extraordinaire. Évidemment, vous vous dites que moi j'ai rencontré des agriculteurs dans le cadre de ce reportage, de l'État des pommes de terre, ils me disent tous, sans exception, évidemment, que mon sac de 500 kg dans un phosphaté, si j'ai pas évidemment d'engrais minéral à utiliser, par exemple, évidemment que si je dois payer 8 € de plus, 9 €, 10 € de plus, mon sac et pas dans le cadmium, évidemment que je perds, évidemment. Donc voilà, une vraie question à une question juste là. De la Comarriver, on est impliqué dans le combat pour cette autre agriculture, mais là, personnellement, comme j'ai fourni le flacon d'urine le plus chargé en cadmium, je vais plutôt m'orienter vers des questions plus personnelles sur le pourquoi je suis à 0,82 et comment améliorer les choses. D'ailleurs, quand André m'a dit ça au téléphone, que j'avais le taux le plus chargé, j'ai cru que c'était un gag. Parce que, double gag d'ailleurs, parce que j'avais écrit dans mon formulaire, je vais peut-être fausser l'analyse, parce que j'ai suivi un traitement qui devrait m'amener à avoir le taux de cadmium plus bas que la moyenne. Et là, quand il m'a dit 0,82, j'ai cru qu'il se moquait de moi. Ça l'a fait rire, et moi, ça ne m'a pas fait rire du tout. Donc, j'avais deux ou trois questions. Bon, c'est vrai que étant jeune, j'ai été élevée dans une famille où on mangeait des pommes de terre tous les midis, sans exception. Mais enfin bon, c'était ma jeunesse, mais ça s'accumule depuis longtemps. Je voulais savoir si le fait d'avoir fumé jusqu'à 50 ans, d'avoir arrêté pendant 12 ans, est-ce que déjà ces 12 ans permettent de penser qu'on va un peu perdre de ce cadmium? Est-ce que vous avez vu une différence notable entre les fumeurs et les non-fumeurs? Parce que j'ai été attentive et ça ne m'a pas paru très net. Or, je sais que le tabac est chargé en cadmium. Et d'autre part, j'ai une autre question différente sur l'eau. J'ai cherché pourquoi est-ce que j'avais le taux le plus élevé, parce que je mange bio, et j'ai trouvé peut-être une explication, mais peut-être le professeur Poupon pourra me dire. Est-ce que c'est le fait que jusqu'en 2018, jusqu'à très récemment, je ne buvais pas d'eau? Je ne buvais pas, je buvais très peu, un café le matin, un café le midi, pas d'eau en mangeant. Bon, et il y a un médecin qui m'a dit, mais on ne se nettoie pas l'organisme quand on ne boit pas. Et le fait que je bois à peu près normalement depuis 2 ans, ça fait peut-être circuler le cadmium. Donc, rôle de l'eau, et puis voilà, le tabac. Et par ailleurs, je voudrais clore en disant que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais tout à l'heure, j'ai dit au micro, quand on m'a posé la question de savoir ce que j'allais faire, là, dans l'immédiat, j'ai dit je vais arrêter de manger des moules et des huîtres. Alors, ça va peut-être pas plaire à la profession, je comprends, mais enfin, bon, Jean-Marie Laurent, je ne sais pas s'il est là, non, il n'est pas là, ancien directeur de laboratoire m'a dit que lui, ça faisait des années qu'il avait arrêté de manger des huîtres et des moules parce que ça concentrait énormément le cadmium. Et donc là aussi, j'aimerais bien avoir un petit éclairage un peu plus précis. Merci, excusez-moi d'avoir des questions assez personnelles. Donc c'est bien parce que une question personnelle, elle balaye tout à fait le champ des questions qui peuvent intéresser tout le monde. Je reviendrai sur votre première information tout à l'heure. Pour les crustacés, les fruits de mer, de manière générale, et les huîtres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les aliments les plus riches et de moins en cadmium. Donc il n'est pas impossible que les consommations, la population générale prend en compte une forte partie de la population qui mange peu ou très rarement de fruits de mer. Il se trouve qu'ici on est au bord de la mer, et c'est possible que la consommation abondante puisse participer à une surcharge de l'organisme. La question de l'eau, je n'ai pas de réponse bien tranchée, mais ce n'est pas impossible en effet que le fait de boire moins que le normal, entre guillemets, ait favorisé, on a aussi un stockage du cadmium dans le rein.
Et il y avait Le tabac. le tabac, oui. J'ai étudié la question parce qu'on avait regardé dans le questionnaire. Je n'ai pas présenté parce qu'il n'y a rien de ça. Entre ceux qui n'ont pas fumé du tout, ceux qui ont peu fumé, ceux qui ont arrêté depuis longtemps ou pas. Alors l'effectif n'est pas très grand, 57, quand on divise en petits groupes comme ça fait vite des effectifs qui sont un peu ridiculement petits et qui ne permettent pas de conclure significativement. Et là, je n'ai pas trouvé de tendance nette. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est ancien tabagisme. Peut-être que c'est plus participé quand même. Mais par contre, je reviendrai, si ce n'est pas discret, vous avez parlé d'un traitement que vous avez pris apparemment il y a longtemps, et de quelle nature? Pendant 18 mois. Disons que oui, j'étais très fière de me dire que j'avais un taux de cadmium plus bas que les autres. Parce qu'en 2014-2015, pendant 18 mois, j'ai pris 4 fois par jour, sur conseil d'un médecin, de la chlorella parce que j'ai été brutalement et massivement intoxiquée aux mercure dentaire en avril 2010. Et ce médecin m'avait dit que si je prenais de la chlorella 4 fois par jour, ça nettoyait des métaux lourds. Or, j'ai rencontré le professeur André Picot, toxicologue, lors d'une conférence à Montpellier-Nanterre. Et je lui ai fait l'état de ce traitement que j'étais en train de prendre. Et il m'a dit, je suis désolée de vous dire que la chlorella, ça nettoie des métaux lourds, et notamment du cadmium, mais sûrement pas du mercure. Les Japonais qui ont, suite à la catastrophe de Minamata, ont étudié, connaissent parfaitement le mercure et savent qu'effectivement ça rend un peu les rangs plus faibles, comme c'est mon cas, mais la chlorella n'a aucun effet. Mais je me suis dit, au moins, voilà, j'ai moins de cadmium, à défaut d'avoir toujours du mercure, j'ai moins de cadmium, et ben non, j'ai les deux, mais je ne l'ai peut-être pas vu en prenant plus d'eau, en prenant ce traitement. Pour la chlorella, je confirme. C'est une poudre de perlimpinpin. Pas de questions, messieurs, dames. On va se poursuivre. Madame Toulouse, monsieur après la classe, je suis dans l'enregistrement. Évidemment, on va encore un petit peu des questions aussi. L'idée, c'est de pouvoir se discuter des questions après. Oui, bonjour. Pour rejoindre un peu ce qui a été dit précédemment, c'était le lien qu'il y avait avec l'eau, celle que l'on boit, et la mer, celle dans laquelle manger effectivement les produits de la mer, mais aussi quand on va se baigner, voilà. Quel est le lien dans la durée, puisque si la Bretagne, par exemple, passe au bio quelques années, visiblement, la terre va conserver pendant longtemps donc je voulais savoir quel était le lien maintenant et dans la durée. Il y a une vraie question parce que j'ai analysé des coquillages, par exemple au Maroc, qui sont au Maroc, qui sont près des industries de transformation des organes phosphatés. On trouve qu'il y a des taux de cadmium très très élevés. Donc il y a une vraie question sur à la fois pourquoi on a un taux de cadmium dans les huîtres, dans les moules, à certains endroits, notamment en Bretagne, et pas à d'autres endroits. Ce cadmium, il faut même quelque part, il n'est pas uniquement, il peut être naturel, mais parfois il y a forcément des apports. Sur l'eau, docteur Macron vous a déjà répondu. Je crois que non, l'exposition à l'eau de mer, en tout cas, à part si vous en buvez tous les jours, mais c'est pas un facteur d'exposition majeur. En revanche, parce que c'est très dilué, évidemment. Donc voilà. Monsieur, vous avez une question juste là avec. Je vous écoute, Alexis. Et après, on va clore, on va pouvoir se voir un peu ensemble, discuter. Oui, je vous ai dit, monsieur, on va discuter juste après de manière informelle parce que malheureusement, on a des impératifs pour rendre. D'accord, il pose la question. Simplement, on sait qu'on parle du cadmium dans les engrais, dans le sol, mais il y a d'autres solutions par le cadmium. Vous savez que le cadmium est très utilisé dans les natures anti-corrosives. Et donc le fait qu'il y a du cadmium dans les coquillages vient certainement, les bateaux, tout ça,
peux aussi absolument. C'est un métal qui est un métal de classe d'eau aussi, qui est très résistant à la corrosion. Bon, vous avez les peintures de corrosif, les peintures et les artistes utilisent le jaune du cadmium, c'est utilisé. C'est une couleur qui est totalement, qui ne se dégrade pas. Le fait que vous avez les peintures, ça vient certainement. Oui, je voulais dire, on vient d'avoir en main là, une étude, Annie, il va falloir qu'on la diffuse, une étude internationale qui prouve que, au fond, il y a des baies qui ne permettent plus aujourd'hui la reproduction de la faune et de la flore. Et comme par hasard, on constate que la région la plus impactée, en quelque sorte, c'est la Bretagne, et notamment la baie de Saint-Brieuc. Et c'est... Je ne sais pas si vous avez fait attention l'année dernière, si vous étiez à Dérivage, il y avait des panneaux pédagogiques qui expliquaient les différents métaux lourds qu'on retrouvait dans la baie de Saint-Brieuc. Or, en fait, comme on vit, en fait, moi je dis souvent, le Gouessant charrie le cadavre de l'agriculture intensive. Mais il n'y a pas que le Gouessant, il y a toutes les autres rivières à côté. Bon, Annie a relevé les calculs, 3000 cochons au kilomètre carré dans notre secteur, hein, alors qu'en fait, dans la moyenne, elle est beaucoup plus basse ailleurs. Bon, bien tout ça, ça impacte sur le bord de mer et surtout les coquillages. Et donc, on va retrouver et du canyon et puis d'autres choses aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour pêcher du maquereau dans la baie de Saint-Brieuc, il faut faire 30-40 km en mer pour pouvoir retrouver une ressource naturelle de poissons. Voilà, donc c'est pour ça, comme nous disait notre Sandrine, notre députée, il faut effectivement que maintenant qu'on sait, il faut que les choses changent. Et je reprendrai tout à l'heure ce qu'elle a dit aussi, c'est que l'agriculteur qui a investi, qui reprend l'exploitation de ses parents, il se retrouve avec l'endettement à assurer. Et c'est pour ça qu'on dit, nous, le plan Algue Verte, et il a 3 volets. Le volet préventif, reconquérir une autre agriculture, le volet curatif. Bon, on a vu que cette année, il y avait une faillite totale, on a écrit au préfet, et puis le volet éducatif, bon. Mais dans le volet, disons, préventif, il faut qu'on donne les moyens aux agriculteurs de se reconvertir, des moyens financiers. Et c'est là que je dis qu'il faut un nouveau plan Marshall pour qu'en fait, la terre redevienne souveraine et que les paysans soient fiers de cultiver le sol et de fournir nos aliments sains. On va vous laisser. C'est une question sur le sujet, on est d'accord? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Faites confiance. Oui, faites confiance. La question est après, voilà, Joël est tellement disponible, je vais prendre un petit temps de repartir, et on peut, petit à petit, voir aussi un verre sur la côté de ça. Auprès de la princesse, en l'occurrence, là, qui qui verra la discussion. C'est pas grave. Alors d'abord, je voulais présenter des études, hein, parce que quand je suis arrivé, j'avais reçu l'information comme quoi c'était à l'extérieur. Et donc, voilà, voilà, donc je vous présente des excuses d'avoir été un peu rentre dedans. Et alors, sinon, voilà, ma question, c'est la suivante. Je vois plein d'articles, alors j'ai lu Greenpeace qui bloquait l'Élysée, etc. Alors moi, l'impression que ça me donne, c'est que finalement, c'est bien beau, des articles, voilà, plein d'informations, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin voilà, moi l'impression que j'ai, hein,
Ça fait 6 mois, moi franchement, là, 6 mois, je tombe des nues, je me rends compte de plein de choses, vous parlez des préfets, etc. Voilà, concrètement, là, vous, par exemple, je vois M. Olivreau, je vois M. Lelay, est-ce que vous ne pouvez pas vous associer, faire un truc pour, voilà, pour vraiment se battre sans aller dans de la violence, mais vraiment s'y mettre, quoi. Voilà ma question. Est-ce que vous avez prévu ça? Au-delà de la communication, est-ce que vous avez prévu de vous réunir et de vraiment agir vraiment? Voilà. Merci beaucoup. Je vais répondre en disant viva la révolution. On va discuter après, en tout cas, merci de votre intervention. Marie, je te laisse clôturer. Oui, donc pour répondre, quels sont les moyens d'action? Alors les moyens d'action, déjà, je voudrais revenir sur l'intervention de député que je salue, puisque vous êtes aussi ma députée, direct. Et le lien que je ferai entre vous et l'intervention de notre ami de Saint-Malo. Quand il parle de l'État qui est impuissant, c'est toute la question qui est difficile de savoir comment donner la puissance à l'État, ou tout simplement lui redonner cette puissance. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que l'État a une règle, c'est l'impératif économique, et que l'impératif écologique, c'est pour lui un accessoire. On le voit avec le cadmium, on le voit avec la pandémie, on le voit avec tous les exemples que vous pouvez trouver actuellement dans l'actualité. Donc je pose la question, comment faire pour que l'État puisse retrouver son pouvoir? Je rappelle que l'État a été condamné en 2007, avec confirmation en 2009. Il a été condamné parce qu'il est responsable des marées vertes. Eh bien, depuis qu'il est responsable des marées vertes, rien n'a changé. Les marées vertes continuent à être tout ce qu'ils sont. Donc là, avant même de parler de la révolution, il faudrait faire la révolution, il faudrait aussi se poser la question des institutions. Et je n'ai pas de réponse. Mais je vois que le mal vient de là. Regardez le cadmium. Eh bien, le cadmium, c'est un ennemi invisible. Et pourquoi? Parce que l'État a laissé faire phosphate avec ou sans cadmium, c'est pareil. On n'est pas obligé de tirer le cadmium du phosphate. C'est un bon exemple d'impuissance de l'État, mais d'impuissance programmée. Et donc là, il y a un véritable chantier à mener. Et je pense que vous avez beaucoup de courage, les députés, comme monsieur le sénateur, pour mener ce combat-là. Parce que si ce combat-là n'est pas mené, effectivement, après les Gilets jaunes, je ne sais pas ce qu'il y aura. Et la réaction de notre interlocuteur est tout à fait significative de ce côté-là. Nous, de notre côté, nous choisissons la mobilisation, mais toujours sans la violence. Mais d'autres ne suivront pas nécessairement la voie. Donc c'est un problème de société important et comme un problème politique. Donc la parole maintenant sera aux politiques comme aux citoyens. C'est à nous de résoudre ce problème, d'un côté des politiques, de l'autre côté des citoyens et des citoyens. Alors, j'ai la charge de conclure en quelque sorte. Je dirais avant que, au fond, la grande question posée, pour compléter ce que vient de dire Yves, c'est de faire en sorte que ce qui se passe soit compris par les autorités comme étant une inacceptabilité sociale de la situation. Alors je remercie, je vous remercie de votre présence, bien sûr, mais je remercie les organisateurs aussi, donc France 5, et surtout le docteur Joël Poupon d'avoir mené cette étude. Voilà, je remercie Madame la députée d'être ici présente. Ça fait un bout de chemin, mais c'est bien. Je remercie aussi Yann Lemeur qui filme souvent
nos différentes prestations. Et n'hésitez pas à aller consulter son site, Vivre avec les oiseaux. C'est un spécialiste de ces petits animaux-là, mais aussi, en fait, c'est aussi un témoin de la réalité de la biodiversité. Donc, et je vous remercie aussi de rester, en fait, parmi nous, parce qu'il y a un nouveau groupe qui vient de naître, un nouveau groupe de chansons, de chanteurs, de musiciens. Elles viennent de revenir, elles avaient préparé leur matériel tout à l'heure. C'est peut-être le groupe Canyon, non? C'est pas ça? Le groupe Canyon qui va se présenter là et autour d'un cabaret. On va vous offrir un pot, mais on va mettre les tables correctement parce qu'en fonction des règles sanitaires, il faut qu'on soit assis autour des tables et vous serez servis à table en fonction de vos déshydratables, puisqu'on a différents types de boissons. Je pense que vous avez appris des choses, que vous pourrez aussi bien rapporter ça auprès de vos amis. Cette agriculture, cette société aujourd'hui, il faut qu'elle évolue. On a parlé du cochonovirus. Eh bien, il faut que les jours d'après se réalisent vraiment autrement et qu'une nouvelle société naisse pour qu'on puisse vivre en bonne santé. Bien à vous, merci beaucoup, merci à Martin, merci parce que c'est vraiment on a constaté un journaliste d'investigation et ces journalistes-là, merci de plus en plus parce que j'ai un mot en ce moment à l'égard d'Inès Perrault qui j'en pleure un peu. Inès Perrault, il faut l'excuser, elle est invitée évidemment, elle ne peut pas venir, donc je ne la présente pas, bien sûr. Et elle fait un petit peu, comme on dit, avec un mauvais terme vrai, parce qu'elle a été soumise à beaucoup de pression. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis en place un comité de soutien. Je sais que d'entre nous y sont, et qu'il faut continuer justement ce combat, parce que c'est une manière d'écraser les personnes que d'exercer à leur égard des pressions par le biais de procès divers et variés. Donc, Inès Perrault, je remets les investigations comme Martin Ludo. Merci. Et donc, pour confirmer ça, pour soutenir tous ces combats-là, eh bien, n'hésitez pas, il y a une pétition en ligne sur le Cadmium. Elle est assignée ici aussi, là, à la sortie, mais aussi sur Internet. Voilà. Merci, et puis on prépare notre petit cabaret dansant, chantant.